Bienvenue à notre premier webinaire de la saison 2018-2019, donc quasiment là, à l'automne déjà. J'espère que vous passez tous une belle rentrée, pas trop essoufflés. Donc, pour commencer notre série de webinaires cette année, on a avec nous aujourd'hui Annie Leblanc, qui est à Québec. Allô Annie! Bonjour! Donc, Annie est professeure à l'Université de Laval, chercheure au Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l'Université de Laval et au CHUC. Et aussi, travaille encore, collabore avec le Mayo Clinic. Elle est aussi à la directrice du renforcement des capacités, développement professionnel de l'unité de soutien. Donc, ça fait beaucoup de titres, Annie. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Moi, c'est Milaniane Smithman. Je suis une des responsables de la fonction renforcement des capacités au Réseau 1 Québec. Donc, aujourd'hui, Annie va nous parler d'un nouveau réseau pan-canadien, vraiment, qui est axé sur la recherche avec les données probantes et l'engagement des parties prenantes. Donc, on est vraiment très, très chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci, Annie, d'être là. Juste avant de commencer, je voulais juste vous dire, si vous voulez poser des questions pendant le webinaire, donc vous pouvez écrire les questions. Là, vous avez une petite boîte qui est à droite où vous pouvez nous écrire les questions. Sinon, vous pouvez lever la main, on ouvrira votre micro plus vers la fin de la présentation. Vous avez aussi le PowerPoint en PDF si vous voulez le télécharger. Sinon, le tout va être disponible là, en enregistrement et les diapos sur notre site web suite à la présentation. Donc, sans plus tarder, Annie, je te passe la parole. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. On va juste activer la présentation. Mais ça me fait plaisir. Merci pour la belle introduction, Mélanienne, c'est vraiment apprécié. Est-ce que tout le monde... voilà. Je voudrais est-ce que tout le monde voit la présentation, mais là, nous... On voit, il faudrait juste la mettre en mode présentation. Oui, c'est ça. On dirait qu'il y a un petit bol, là. Mais en fait, j'en profiter pour vous dire que, dans le fait, j'ai aucun conflit d'intérêt financier, que ce soit avec des compagnies commerciales ou autres types d'entités. Puis, ah, regarde, on la voit. Oui, mais pas ça. Eux, les gens ils ne sont pas. pas. OK. Bon. Il n'y a pas de problème. C'est comme un truc. Fait que là, vous ne la voyez pas encore en mode présentation, hein? Non, c'est ça. Nous, on la voit en mode présentation. Fait que là, on essaie de voir qu'est-ce qui peut causer ça. Mais sinon, ce que je peux faire, c'est juste la remettre à mon écran, puis on pourra peut-être commencer pour l'instant. Vas-y comme ça, parce qu'il n'y a pas de problème. Regarde, on pourra passer les diapos. Tu vas voir, c'est assez direct comme passation de diapos, là. On n'aura pas de problème à suivre une l'autre, là. Tiens. Parfait, donc... Je pense que Mélanie va prendre le contrôle. Moi, je signe quand vous, ça va être... Ah! Parfait. C'est que ça va, vous voyez tout? Bon. Génial. Puis est-ce que c'est... Oui, c'est moi qui ai le contrôle en plus. Excellent. Bon. Alors, désolée pour la petite difficulté technique. Ce que je me propose de faire avec vous ce midi, bien, c'est de vous présenter notre nouveau réseau, comme on disait tantôt. Oups. Maman! On est désolé, il y a des petits problèmes techniques. Des fois, la technologie n'est pas de notre côté. Bon. On va changer ça. On a tout, ça fonctionnait tout tantôt. Bon, là, Mélanie, est-ce que toi, tu les vois bien? Bien là, j'ai repris le contrôle juste pour l'instant. Donc, voici le plan de ta présentation. OK. Fait que là, puis toi, tu peux les... fait que moi, quand je les fais avancer, tu les vois? Non, c'est moi qu'il faut qu'il clique pour l'instant. Okay. Est-ce que tu peux nous amener au plan de présentation, s'il te plaît? Oui. Pardon. Excusez.
est-ce qu'on est là? Moi, nous, on ne voit pas du tout là, de ton côté. Fait que, est-ce qu'on est sur le plan de la présentation? Oui. Parfait. Bon. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter ce nouveau réseau pan-canadien de données probantes dans le but de promouvoir la recherche axée sur le patient. Ce que je propose de faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous présenter qui nous sommes, notre mission, nos objectifs, de voir avec vous un peu les fonctions centrales de notre alliance, de notre réseau, et ensuite d'ouvrir pour une période de discussion. Pour la prochaine diapo. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une alliance pan-canadienne, comme je mentionnais au début, de chercheurs, de professionnels de la santé, de stagiaires, de patients, de décideurs politiques, de gestionnaires de systèmes de santé et autres utilisateurs de connaissances qui utilisent la recherche pour soutenir la prise de décision partagée dans le système de la santé. Puis, notre vision, pour ceux et celles qui sont habitués avec la recherche axée sur le patient, s'aligne avec cette stratégie-là, qui est de créer un système de soins de santé apprenant où les patients reçoivent les bons soins au bon moment, en soutenant l'accès à l'information de haute qualité, mais aussi de l'information qui est opportune et facile à utiliser pour les décideurs. Si on va à la prochaine diapo, l'Alliance est soutenue par les Instituts de recherche en santé du Canada dans le cadre de leur stratégie de recherche axée sur le patient, la SRAP ou SPOR en anglais, et par la générosité de 48 agences publiques et d'organisations à travers le Canada qui ont fourni un appui, soit en argent ou en nature. Nos chercheurs principaux, à la prochaine diapo, cette alliance-là est sous la direction générale de Andrea Tricot, qui est au McCollsmith Institute à Toronto. Puis, on retrouve ainsi une douzaine de chercheurs principaux à travers l'ensemble du Canada. Chaque chercheur principal étant associé à une province. Alors, moi, j'ai l'honneur et le plaisir de chapeauter toutes les initiatives pour la province du Québec. Avec moi sont un regroupement de co-chercheurs et de collaborateurs que vous voyez à l'écran, je ne les nommerai pas tous, tant des partenaires ministériels, organisationnels qu'universitaires ou communautaires. On pourra parler un peu plus tard si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous. J'en parle un peu plus tard. Si on va à la prochaine diapo, pourquoi le SPOR Evidence Alliance? Parce que justement, la stratégie de recherche axée sur le patient a documenté au début de leurs instances qu'il y avait des lacunes dans la production de synthèse de connaissances et dans le développement, la dissémination et l'utilisation des guides de pratique au Canada. Qu'est-ce qu'on avait observé? On avait observé qu'il y avait un manque de communication et de collaboration entre les chercheurs et les utilisateurs de connaissances, ce qui a entraîné de l'inefficacité et de la redondance dans le développement des synthèses de connaissances et des guides de pratique clinique. Je pense que je vous apprends rien ici. Donc, pour nous, ça devenait essentiel de voir comment on pouvait créer une coordination au niveau national pour justement faciliter l'utilisation opportune des résultats de recherche. Et en fin de compte, dédoubler les efforts. Donc, pas de doubler les efforts, non, c'est comme ingréné. C'est pour empêcher le dédoublement des efforts. On voit encore mon anglophone derrière mes propos. Puis, juste pour mentionner aussi qu'au sein de notre alliance, tous les chercheurs, les stagiaires, les décideurs, nos patients partenaires qui sont nombreux, travaillent tous ensemble comme partenaires égaux de cette initiative-là. On est tous assis autour de la même table. Nos objectifs stratégiques pour les 5 prochaines années, c'est un réseau qui a été financé pour 5 ans, se décline en 8 objectifs, soit de fournir en temps opportun des réponses fondées sur les données probantes pour répondre aux besoins de connaissance de nos décideurs, d'impliquer, comme je disais tantôt, de manière significative nos patients partenaires et nos décideurs dans tout le processus de l'initiation de la question de recherche à l'élaboration du plan de dissémination, de réduire les dédoublements et les redondances dans la recherche par une coordination pan-canadienne. Pourquoi 4, 5, 6 équipes devraient faire la même synthèse des connaissances ou travailler sur la même question de recherche quand on peut joindre les forces puis avoir une réponse peut-être encore plus rapide et plus forte de par cette collaboration-là.
Offrir des opportunités de formation et de mentorat à nos patients partenaires, à nos décideurs et à nos stagiaires de recherche. D'augmenter la visibilité et l'utilisation de la recherche axée sur le patient au Canada. D'améliorer l'accessibilité de la recherche en rendant les résultats disponibles librement et rapidement. De collaborer avec les unités de soutien et les réseaux de la SRAC, j'en parlerai un petit peu plus tard, et puis de faire avancer la science de la synthèse de connaissances, des guides de pratique clinique et du transfert de connaissances de la recherche axée sur le patient. On peut passer à la diapo suivante. Donc, notre approche à travers tout ça est vraiment centrée sur notre objectif de créer un système de santé apprenant avec une forte culture d'engagement des patients et des autres utilisateurs de connaissances. Tout ça se fait sous nos principes directeurs d'inclusivité, de soutien, de respect mutuel et de co-construction. À travers différents types d'activités, qu'on parle de développement des capacités, de priorisation, de réalisation de la recherche et au niveau aussi de la gouvernance et de nos directions stratégiques. Tout ça se fait sous un spectre d'approche d'engagement qui s'aligne avec les principes des IRSC et de la SRAC, c'est-à-dire d'informer, de consulter, d'impliquer, de collaborer et d'habiliter nos patients et nos utilisateurs de connaissances. Tout ça est facilité par des mécanismes et des processus inclusifs, par notre développement de capacité, par une communication, une collaboration multidirectionnelle, par la valorisation du savoir expérientiel comme données de Provence, qui est vraiment clé dans l'engagement de nos parties prenantes, puis via une recherche informée et dirigée par le patient et par son entourage pour justement avoir une vision partagée de nos objectifs stratégiques. Pour la prochaine diapo. Pour notre gouvernance, on retrouve six comités différents, plus 1, 2, 3, 4, 5 comités, plus un sous-comité qui voit au bon fonctionnement et au rayonnement de l'organisation. Nous avons le comité aviseur, le comité de pilotage, le comité exécutif, puis parallèlement à ça, le comité de formation, le comité de l'application des connaissances et le comité des partenariats. Je vais vous les décrire dans quelques instants, mais de garder en tête qu'à travers tous ces comités-là, nous avons vraiment une représentation équilibrée des types de membres, du genre, de la localisation géographique et des niveaux d'expertise. L'inclusion des différents membres, une fois encore, c'est fait basé sur nos principes de base, dans un environnement favorable, un respect mutuel et une collaboration de la prise de décision partagée commune. Puis, très important, nos patients partenaires et nos utilisateurs de connaissances et nos stagiaires de recherche. Puis, je ne l'ai pas défini, mais quand je parle de stagiaires de recherche, je parle autant d'étudiants à la maîtrise, au doctorat, post-doc, que des résidents ou des fellows de recherche. Ils ont vraiment une place importante sur nos différents comités. Pour vous donner une idée, moi, je préside le comité de pilotage de l'Alliance, assisté de Priscille Sanon, si vous connaissez, qui est une de nos patients partenaires. On a aussi la chance ici à Québec d'avoir aussi Sophie Desroches qui dirige le comité d'application des connaissances. Là, je ne me rappelle plus de son patient partenaire. Mais chaque direction a avec lui un patient partenaire comme co-directeur du comité. La prochaine diapo. Alors, au niveau de ces comités-là, nous avons, comme je mentionnais tantôt, le comité aviseur qui fournit des conseils sur la direction stratégique et la durabilité. On a le comité de pilotage qui fournit les recommandations sur les opérations clés et du leadership sur la direction, incluant les priorités et les jalons. On a le comité exécutif qui supervise vraiment toutes les opérations clés et qui fait le suivi de la progression vers l'atteinte des objectifs. C'est entre autres le comité qui va superviser toutes les demandes qui vont être faites à l'Alliance. Tantôt, là, quand on va aller vers cette section-là. Pour les partenariats, eh bien, leur rôle, c'est vraiment de faciliter, de faire le suivi des activités d'engagement des parties prenantes. Notre sous-comité
de l'engagement des peuples autochtones, c'est vraiment de venir renforcer ces partenariats avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis du Canada. Pour la formation, un super beau programme de développer, de faire le suivi de la stratégie de développement des capacités. Puis, pour notre comité d'application des connaissances, de développer et de faire le suivi de l'ensemble de nos activités d'application des connaissances à travers tout le spectrum de l'organisation. Notre science, prochaine diapo. Donc, qu'est-ce que nous fournissons? Comme Alliance, nous fournissons un soutien à l'échelle nationale dans 3 domaines spécifiques. Au niveau de la synthèse de connaissances, au niveau de l'élaboration des guides de pratique clinique, et puis au niveau de l'application des connaissances. Encore là, ces trois domaines d'expertise-là, vraiment ancrés dans un contexte de faire avancer la recherche axée sur le patient et l'application des connaissances intégrées. La prochaine diapo. Au niveau de notre capacité, c'est un regroupement de plus de 85 chercheurs, cette alliance-ci, ayant une expertise méthodologique avancée dans plus de 25 types de synthèse de connaissances, plus de 70 chercheurs qui ont une expertise considérable en application des connaissances, plus de 45 chercheurs ayant une expertise méthodologique avancée dans le développement de guides de pratique clinique. On parle de plus de 30 chercheurs avec une expertise en recherche axée sur le patient. On parle d'une dizaine d'économistes de la santé de niveau doctorat. À travers tout ça, rajouter toute l'expérience, tout le vécu expérientiel de nos patients, décideurs et différents partenaires, provinciaux et autres. Encore une fois, à travers notre capacité, tous nos utilisateurs de connaissances, nos stagiaires et nos patients sont invités à se joindre à notre équipe. Au niveau de nos services, nous fournissons des réponses fondées sur les données probantes aux décideurs politiques, aux gestionnaires de systèmes de santé, aux patients et aux autres parties prenantes pour satisfaire leurs besoins de connaissances. Nous avons un processus en ligne de réception des demandes pour justement accepter ces différents types de demandes de recherche, toujours dans ces 3 domaines-là, au niveau de la synthèse des connaissances, de l'application des guides de pratique clinique et l'application des connaissances. Nous répondons aux demandes en anglais et en français pour l'ensemble du Canada. Puis, pour justement augmenter l'impact et la pertinence de nos projets, chaque projet de recherche en cours est associé avec autant d'utilisateurs de connaissances et de patients que possible. Notre processus de demande, comment ça fonctionne pour utiliser les services de l'Alliance et créer un nouveau partenariat avec nous? Nous avons un formulaire en ligne sur le site web du Sport Evidence Alliance. Vous allez l'avoir dans la prochaine slide, la prochaine diapo. Ces demandes-là, il s'agit vraiment d'un court formulaire très simple, en partie des questions à cocher. On va le regarder ensemble. Ensuite, les demandes sont traitées et analysées justement pour éviter les redondances et les dédoublements. Est-ce que nous avons eu 4, 5, 6 demandes de différents types de décideurs sur la même question de recherche? Et qu'il y a vraiment un processus qui se fait pour chaque nouvelle demande. On va aller vérifier si, dans l'ensemble de nos partenaires, nous avons une demande similaire, s'il existe déjà une réponse dans la littérature sur la question proposée. Puis, on va aussi aller voir nos différents partenaires SRAP pour voir si eux aussi, ils ne seraient pas présentement en train de répondre à ce type de questions-là. S'il y a plusieurs demandes reçues dans une même période, à ce moment-là, on se doit de les prioriser selon l'importance du sujet pour le système de santé et pour les patients. Ce sont toujours nos priorités. Puis, les réponses sont généralement fournies dans les 3 mois à 1 an par des équipes qui possèdent l'expertise pertinente. Donc, un gestionnaire qui a besoin ou un ministère qui a besoin d'une information, d'une donnée probante à inclure dans le cadre d'une annonce, dans le cadre d'un positionnement, nous sommes capables de répondre à ces besoins à l'intérieur de 3 mois. Fait que si on regarde un peu le formulaire en ligne, vous avez le formulaire en français.
Présentement, le site web est en anglais. Nous travaillons la traduction en français, mais déjà, on est allé avec le plus important. La requête est en français. Puis, vous aurez aussi un service en français, le besoin étant. Si vous ne pouvez pas, là, lors du premier appel de contact, là, si vous avez plus de difficultés avec l'anglais, il pourra y avoir quelqu'un de francophone sur place pour vous aider. Mélanie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, cliquer sur le lien pour moi, s'il te plaît? Certainement. Ça sera bien là. Voilà. OK. Là, c'est certain que là, je peux pas. Si tu veux te promener, moi, je vais le montrer aux gens dans la salle ici. Là, moi, je ne vois pas là, de ton côté. Mais si on passe rapidement sur le formulaire, vous voyez que c'est vraiment très simple. On parle de choisir quel type d'utilisateur vous êtes, quel type d'informations vous cherchez à recevoir dans le cadre de cette collaboration-là. Est-ce que vous avez déjà soumis cette question-là à d'autres organisations? Si on l'a mentionné, nous, le but, c'est de collaborer, c'est de réduire les redondances. Fait qu'on veut s'assurer que tous les réseaux, on travaille ensemble dans une même direction. Ensuite, de nous parler un peu plus de votre type de questions de recherche, de qu'est-ce que vous avez besoin. Puis si vous voyez, là, on parle de cases qui ont entre 25 et 50 mots. Fait qu'on veut vraiment, pour nous, c'est vraiment de saisir la nature de votre questionnement et non pas de vous demander de nous envoyer un protocole de 8 à 10 pages complété. C'est vraiment de comprendre le sens de votre question pour qu'ensuite on puisse qu'on puisse tout de suite vous assigner une équipe qui va vous aider à mettre de l'avant puis à vraiment tout développer votre idée de recherche puis votre protocole si ce n'était pas déjà fait. Fait que vous voyez, quels sont les types d'informations, quels sont les éléments de réponse qui vous aideraient à déterminer les avantages et les inconvénients de l'intervention, pourquoi la réponse à votre question est nécessaire. Ça, c'est vraiment pour nous donner une idée de est-ce que c'est un produit qu'on va vous donner dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans 1 an, de vraiment comprendre un peu la priorisation de la demande. Puis ensuite, là, de comprendre un peu plus votre réseau. Ça, c'est aussi des sections que nous, on peut compléter avec vous. Encore une fois, c'est pour comprendre l'ampleur de votre réseau, de vos besoins, puis quel type d'utilisateur pourrait venir nous aider là, dans la réalisation de votre demande. Et comme vous voyez, c'est vraiment là, assez simple. Si vous avez déjà un protocole, vous voulez joindre, vous le joignez. Mais l'idée, c'est vraiment pour nous d'avoir une idée de qui vous êtes, de votre besoin, pour qu'ensuite on puisse faire cheminer votre appel. Puis si on revient à la présentation. C'est fait. Puis OK, excellent, merci. Quand on va arriver. Puis pour vous donner une idée aussi de rapidité de réponse, on est à nos tout débuts. Mais normalement, les quelques collaborations qu'on a déjà établies, la réponse initiale, on parle d'heures ou d'une journée avant que quelqu'un vous revienne sur votre demande. C'est vraiment assez rapide. Puis en général, c'est vraiment les demandeurs qui nous donnent leur timeline. Mais l'équipe là est capable de répondre là, très très rapidement. J'ai vraiment, pour ma part, pour l'avoir vécu maintenant à quelques reprises, l'équipe de Centrale est vraiment phénoménale en ce sens. Nous avons aussi, au niveau de la formation et du développement des connaissances, des compétences, 3 voies de cheminement spécifiques pour développer les capacités à travers le Canada. On a vraiment les voies au niveau des étudiants gradués, des stagiaires postdoctoraux, comme je mentionnais tantôt. Au niveau des chercheurs et du personnel de recherche aussi. Puis au niveau des patients et autres utilisateurs de connaissances. On veut vraiment aller voir comment on peut contribuer au renforcement de la capacité là, à tous les niveaux, à tous les paliers des différentes parties prenantes et membres d'une équipe. On s'engage à former la prochaine génération de chercheurs. On est assez
on est assez blanc, je ne sais pas comment dire ça en français, justement, au niveau de nos 3 domaines d'expertise encore. Je les répète parce que ça va aider dans votre formulation de questions. On regarde vraiment pour la synthèse de connaissances, le développement des guides de pratique clinique et les activités d'application de connaissances. Toujours dans l'esprit de la recherche axée sur le patient, bien entendu. On peut parler d'initiatives qui sont de l'ordre du mentorat, des opportunités de collaboration, de stages dans les milieux, de cours en ligne en présentiel, de participation au projet en cours aussi. Je vais pas plus loin au niveau de ce morceau-là. L'équipe de Sophie travaille très fort à mettre un produit sur place, puis on aura bien hâte, là, Sophie, qu'elle vienne présenter justement leurs différentes initiatives, puis aussi comment ça impacte les initiatives québécoises et francophones, là, parce qu'on est aussi sensible à ça. Fait que si on regarde la prochaine diapo, justement, bon, on a vraiment une stratégie de formation là, précise, là, qui est vraiment de développer cette culture d'apprentissage-là, qui permet là, de s'unir et de faire durer un environnement de recherche collaborative, innovant et axé sur le patient. Sous les principes directeurs là, de développer, mobiliser l'expertise, de soutenir les carrières, de faciliter la collaboration, puis de créer cette culture de recherche des connaissances à l'action. Nos 3 voies de développement, comme je mentionnais tantôt, bon, les étudiants, les chercheurs, les patients partenaires et les utilisateurs de connaissances par un nombre varié d'activités de formation et de mentorat pour aller chercher les compétences qui touchent là, nos différents domaines, non seulement nos domaines d'expertise, mais les domaines de communication, de développer leur capacité à produire de la recherche pour la prise de décisions partagées, de comprendre la valeur de l'engagement des patients en santé et de maîtriser justement la science associée aux 3 domaines. Si on regarde la diapo suivante. De notre côté, comme je dis aussi, on a vraiment le mandat de non seulement répondre à la demande des différents utilisateurs et collaborateurs, mais bien aussi de faire avancer la science dans nos 3 différents domaines. Donc, nous mettons de l'avant des initiatives d'évaluation continue des méthodes employées qui aidera au développement justement méthodologique. Notre vaste réseau d'experts collabore sur divers projets de recherche méthodologique, comme j'ai pu faire avancer la science de nos 3 domaines. Puis aussi, nous offrirons très bientôt, et que là, si c'est une question, malheureusement, on n'a pas encore les dates, mais ça reste à surveiller puisque nous offrirons bientôt des fonds de démarrage pour les stagiaires et pour les chercheurs en début de carrière. C'est question de vraiment créer un incitatif à l'innovation puis à l'avancement des méthodes en recherche, qui est toujours des fois plus difficile à faire financer. La prochaine diapo. Ici, au niveau depuis le site web, puis l'Alliance a été mis en ligne en avril 2018 seulement, il y a quelques mois. Depuis, nous avons reçu 7 demandes de services, une internationale, 2 nationales, 4 provinciales, dans 3 en provenance du Québec. Je ne vous donne pas la nature de ces demandes-là. On est dans un processus de transparence où présentement, on attend les accords, les formulaires signés pour qu'en fait, que toutes ces demandes-là soient accessibles et visibles sur le site. Je vais vous montrer la diapo suivante. Mais une des personnes qui a déjà signé cette entente-là, par exemple, est le ministère ici de la Santé et des Services sociaux avec lequel on collabore actuellement pour répondre à une de leurs demandes. C'est la seule que je me permets de divulguer puisqu'on a eu leur autorisation. Puis, toutes ces demandes-là touchent justement un de nos 3 domaines d'expertise. Parallèlement, nous sommes en train d'établir justement des collaborations puis des nouveaux projets avec différents partenaires SRAP dans l'unité de soutien, Réseau 1, bien entendu, et les autres réseaux SRAP du Québec. Si on va à la prochaine diapo, bon, c'est ce que je vous parlais tantôt. Lorsqu'on va sur le site web pour accéder aux différentes informations, vous pourrez voir prochainement les différents projets en cours et les différents projets complétés. Encore une fois, dans le but d'ouvrir la science puis d'éviter les dédoublements puis favoriser les collaborations.
Fait que si à l'intérieur de ces initiatives-là, il y a quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, puis nous, on pourra faire les liens entre les différentes organisations ou les responsables de ces projets-là, puis s'assurer que la réponse, elle répond aussi à vos besoins, puis que si on a juste besoin de rajouter un petit élément, qu'on peut le rajouter pour vous. La prochaine diapo. Alors, pour toute autre information, visitez notre site web en anglais présentement, mais ça s'en vient là, le français tranquillement, où vous trouverez la plupart des informations. Je vous dis tout de suite, il y a beaucoup de sections qui est encore en développement. On est tout nouveau, fait qu'on est en train de monter les différents modules, mais il y a déjà il y a déjà quand même beaucoup d'informations qui se retrouvent sur le site web. La prochaine diapo. Un des éléments que vous verrez aussi au niveau que vous pourrez voir au niveau de l'Alliance, c'est la petite section Get Involved. Joignez-nous. On est en train justement de mettre un peu là, les critères, mais moi, je vous invite dès maintenant à réfléchir à votre participation à l'Alliance, comment nous, on peut collaborer, que vous soyez chercheurs, stagiaires, professionnels de recherche, décideurs ou gestionnaires. Les opportunités de collaboration sont vraiment importantes. Mais on devrait en savoir plus là, très bientôt là, sur les modalités là, de membership. Je ne sais pas c'est quoi membership en français. D'abonnement. D'abonnement, ça fait pas de télé, là, mais pour devenir membre de notre réseau. Fait que si je regarde, si on passe à la prochaine diapo, Mélanie, je suis habituée de parler toujours autant. Hein? Je me fais interrompre normalement. Notre équipe centrale de soutien se trouve à Toronto, une équipe exceptionnelle de professionnels, dont Wasifa, Sonia et Sazia. Si vous avez besoin pour toute question, vous pouvez les contacter directement. Ce sont les filles dont je vous parlais qui répondent à l'intérieur de quelques heures de votre demande. Elles sont vraiment impressionnantes. Si vous avez davantage de questions de ce que ça s'applique, comment, pourquoi, est-ce qu'on peut jaser, vous pouvez aussi à ce moment-là, me contacter directement. Ça me fait un plaisir d'échanger avec vous, de voir les possibilités de collaboration, comment on peut établir tout ça, puis de faciliter les discussions avec le central. Je pense surtout en fait de langue, là, si vous êtes inquiet pour l'anglais. Je pense que c'est la dernière diapo, mais je ne suis pas certaine, Mélanie, tu es allée voir? Oui, c'est la dernière. Vraiment la dernière diapo. Fait que mon courriel, je vais laisser mon courriel il a disparu. Mais mon courriel est là. Si vous avez des questions spécifiques, là, comme je vous dis, n'hésitez pas. Mon Twitter feed est là aussi. Si vous voulez m'envoyer des questions là, via le web. Puis sinon, mais je suis prêt, là, je voulais qu'on se donne justement du temps pour pouvoir discuter là, des différents éléments ou de vos différentes questions vis-à-vis là, notre nouveau réseau là, pan-canadien. Super, merci beaucoup, Annie. Juste un rappel pour ceux qui sont en ligne. Donc, vous pouvez lever la main si vous voulez qu'on vous ouvre votre micro pour poser votre question. Sinon, vous pouvez écrire là, dans la boîte questions pour qu'on puisse poser la question de vive voix à Annie. Donc, juste un petit instant, excusez. Voilà. Annie, moi, j'avais une question pour toi, juste rapidement, pendant que les gens écrivent. Est-ce que vous avez une idée du volume que vous pensez faire de demandes par année? Là? Quelle ampleur est-ce que vous envisagez pour ce réseau-là? C'est une très bonne question. Je vais dire que pour l'instant, la nature des collaborateurs, tantôt je vous montrais, on parle d'une centaine de chercheurs en plus de toutes leurs équipes, en plus des nouvelles collaborations. On a quand même une grande capacité. On a cette capacité-là qu'on va devoir marier aussi à une capacité financière, une capacité de temps, puis une capacité de complexité. Fait que je peux pas te donner de réponse. On est capable de prendre vraiment quand même un assez grand volume, mais on va devoir tenir en compte là, tous ces différents éléments-là.
dans la mise en place puis dans la réalisation des projets. Super, merci. On a une... Mais nous, au Québec, on a encore là, de la capacité. Là. Ah, bon, c'est bon à savoir. Un peu de publicité en même temps. C'est une chose aussi, mais c'est une chose importante à dire, puis je ne l'ai pas mentionné tantôt. Vraiment un de nos objectifs, puis quelque chose que nous, on veut vraiment s'assurer, c'est que les initiatives, les projets aient vraiment une portée sur l'ensemble des provinces. C'est-à-dire que pour nous, c'est important que les projets qui viennent du Québec, idéalement, si l'expertise est là, qu'on puisse en faire, qu'on puisse utiliser ces projets-là pour renforcer notre capacité au niveau de nos stagiaires, nos professionnels, au niveau du Québec. Fait qu'on a vraiment une philosophie où on veut là, réinvestir les sommes d'argent dans les provinces d'où elles proviennent. Excellent, merci. On a une question en ligne qui nous vient d'Alexandre Grégoire qui pose la question en quoi l'Alliance se distingue d'autres organisations d'évaluation des technologies, des modes d'intervention en santé comme l'INES ou le CADTH? C'est quoi la plus-value pour le ministère, par exemple, d'aller vers vous? Mais c'est comme je disais, il y a beaucoup de synergie entre nos différentes organisations. Puis, c'est vraiment là-dessus qu'on veut venir jouer. Nous, INES, par exemple, c'est un partenaire clé dans l'Alliance Version Québec. Puis, c'est vraiment de voir avec eux que ce soit les UNMIS, là, je ne sais pas comment on les a décrits, ou les différents CATH, comme Alexandre dit, c'est aussi un de nos partenaires, l'unité de soutien. C'est de voir comment on va chercher les forces de chacun pour répondre à une question. Puis de voir comment on peut s'assurer que on est capable de... Pour moi, je le vois comme une synergie de projets où on est capable d'aller chercher un plus grand nombre de réponses à nos questions parce que les efforts sont plus nombreux. Mais c'est sûr que nous, on est vraiment axé sur la recherche axée sur le patient, ce qui est peut-être pas, si tu veux rentrer un peu dans les détails, ce qui est peut-être pas nécessairement la mission de certains autres partenaires. On a vraiment une capacité d'accompagnement, une capacité de gestion, une capacité financière de déployer ces initiatives-là. Parce que c'est une chose de comprendre que selon la priorité de votre demande, si vous n'avez pas la capacité de répondre de financer cette demande-là, nous, on peut la financer pour vous. Fait qu'il y a vraiment, mais toujours dans une idée de collaborer pour le plus grand bien-être de la population. Fait que pour nous, c'est vraiment ça, là. Puis on dit, puis on le redit, c'est vraiment pas une question de remplacer une compétition, mais bien de collaboration. Puis on le voit bien avec les collaborations qu'on est en train de mettre en place là, avec nos différents partenaires dans le réseau 1. Là. Oui. Puis en fait, juste pour renchérir sur la question, Annie Poirier demande dans quelle mesure est-ce que les guides de pratique développés, par exemple, pourraient différer de ceux éventuellement produits par l'INES, outre la participation des patients? C'est certain que l'élaboration des guides de pratique, ça, c'est pas mon expertise personnelle, mais pour nous, c'est vraiment une façon de voir comment on peut supporter puis comment on peut bonifier l'élaboration actuelle. INES n'est pas la seule organisation qui produit des guides de pratique. Est-ce que nous, on peut les mettre en contact avec d'autres? Dans le fond, c'est aussi un peu des questions des brokers, des courtiers de connaissances, de voir comment on peut supporter une organisation qui n'a pas nécessairement ces capacités-là. Avec INES, on va travailler sur peut-être des éléments qui, eux, ont moins l'expertise d'engagement du patient ou de suivi ou autre, puis on va les aider. Mais encore là, l'idée, c'est de soutenir où le besoin est, puis de voir comment on peut s'assurer au bout de la ligne que ce soit le bon guide de pratique dans l'optique du bon soin pour le bon patient. Puis les différents morceaux, les différentes expertises qu'on peut amener vont changer selon les demandeurs, selon leurs besoins. Parfait, merci. Je sais qu'il y a des gens dans la salle, là, je voudrais peut-être juste leur donner un droit de parole avant de continuer. Non, ça a été répondu, il y avait des mains levées, mais ça a été répondu. Ah bon, tout le monde pense aux mêmes questions. Hein. Je me demandais,
juste pour les chercheurs qui nous écoutent en ce moment, qui voudraient s'impliquer au sein du réseau, c'est quoi les ententes que vous avez avec les partenaires, par exemple, au niveau des choses comme la publication, au niveau de ce que ça impliquerait là, de faire une synthèse des connaissances pour le réseau Alliance? Bon, on dirait un vieux disque, encore une fois, mais je vais vraiment parler d'un esprit collaboratif et d'un esprit de générosité, en ce sens que nous, notre rôle, c'est d'accompagner le décideur. Ça fait que pour nous, la propriété intellectuelle du projet revient aux décideurs, aux chercheurs, aux patients, parce que là, je parle beaucoup des décideurs, mais il faut comprendre aussi qu'on est là pour répondre aux questions des patients aussi. Puis qu'on est vraiment dans une phase actuellement où on vise, là, dès la première année, à aller recruter un peu plus de 100 patients partenaires. Puis d'être capable de s'assurer qu'on a toujours des questions de recherche ou des interrogations qui nous proviennent des patients. Fait que ceci étant dit, la personne qui fait la demande garde cette propriété-là intellectuelle. Puis ensuite, ben ça va être de voir comment eux, quelles sont les responsabilités que eux veulent tenir dans tout ça. Puis on sait qu'il y a des critères aussi. Là, il y a quand même des critères en fait de publication puis de authorship qu'on se doit de respecter à travers tout ça. Fait on va avoir les éléments de science qui sont respectés puis ces éléments-là. Mais pour nous, c'est vraiment le demandeur qui va prendre ces décisions-là. Nous, on est là pour les accompagner. Puis c'est ce qui va déterminer l'ordre des auteurs, s'il y a publication ou non. C'est vraiment un partenariat. Super. On a Marlène Côté qui suggère un guide gratuit là, pour intégrer les différents partenaires, dont elle est la co-auteure, mais qui est utilisé à la direction de santé publique à Québec, si jamais. Qui est une bonne référence là, pour les organisations pour inclure patients partenaires et autres. On sait qu'il y en a beaucoup déjà à la SRAP, mais si jamais... Et si vous avez des idées, des documents comme ça à nous partager, nous, ça nous fait toujours plaisir. Là, vous aviez mon courriel tantôt. Là, ça me fera plaisir de les revoir puis de les apporter là, au central, là, puis de voir comment ils peuvent être utiles dans notre organisation. Merci beaucoup. Donc, Marlène, je t'ai envoyé à Annie le document. Annie, tu as mentionné qu'il y avait peut-être une certaine priorisation des demandes qui pourrait être faite s'il y avait vraiment un grand volume de demandes. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que cette priorisation-là serait faite, sur quels critères, par qui? Mais c'est vraiment... Là, encore une fois, je vais mettre les choses un peu dans un contexte là, collaboratif, c'est-à-dire que les unités de soutien à leurs priorités, le ministère a ses priorités, les différents réseaux ont des priorités, les organisations patients ont certaines priorités. Il faut tenir en compte de la priorité selon le contexte dans lequel la demande est faite, puis de l'organisation, puis de l'environnement où la demande est faite, puis ensuite de voir aussi, nous, selon nos priorités et notre capacité à nous à l'intérieur qui se veut un peu là, bon, sur les principes de la James Alliance, si vous la connaissez. Là. Mais on a vraiment des principes de priorité là, qui respectent la vision puis la mission qu'on s'est donnée et qui sont basés sur ceux des IRSC puis sur entre autres le James Alliance pour quand on parle des patients. Super, merci. Juste au cas où il y aurait des questions encore dans la salle, là, je ne voudrais pas prendre toute la place. Hein. Ça va? Oui, il y a une question dans la salle. Parfait. J'essaie de parler fort. Est-ce que vous l'entendez? Peut-être venir à l'avant, on n'entend pas très bien. On parle plus fort. Donc, Annie Saint-Cyr, je suis résidente en médecine familiale. Ma question, c'était, est-ce que les organisations, comme par exemple les sociétés de maladie d'Alzheimer, etc., est-ce que ces organisations-là auront une place de choix dans votre organisation? Parce que bien souvent, on réfère nos patients à ces organismes-là parce qu'ils ont des questions. Puis, je trouvais qu'avec votre organisation, l'association allait être probablement très intéressante. Elles ont déjà une place très, très importante dans notre organisation. Puis, j'ai pas mis la diapositive, là, mais si vous allez sur le site web et le site de nos partenaires, les organisations patients là, sont vraiment très, très, très présentes. Puis là, reste à voir comment
comment nous, on peut mieux les supporter parce que c'est une chose, il faut que la demande soit là, que le besoin est là. Nous, notre mandat, c'est pas nécessairement d'aller cogner aux portes, mais bien d'être là quand les gens viennent cogner à notre porte. Fait qu'on essaie justement, via ces webinaires ici, via les différents moyens de dissémination de l'Alliance, mais c'est sûr qu'on est vraiment ouvert à de telles initiatives. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Oui, il y a une autre question dans la salle. Je trouve que c'est vraiment une très belle initiative. Comment vous avez déjà un grand bassin de partenaires, mais ça peut intéresser beaucoup. Tu parlais du public, tu parles de d'autres. Comment vous avez pensé votre plan de diffusion de cette offre de collaboration-là? Pour l'instant, le plan, je l'appelle comme le plan plus officiel de dissémination, est encore en rodage, est encore en train de se permettre d'être mis en place, parce qu'il y a aussi, avec le plan de dissémination, vient le plan d'engagement puis de membership. Fait que les deux sont en train de travailler, sont en train d'être mis en place. Pour l'instant, mais là, nous, c'est sûr qu'au Québec, nous, on essaie de faire ce qu'on peut au Québec, d'aller présenter dans les différentes organisations, institutions, réseaux. On a déjà présenté à l'ensemble des réseaux SRAP. Là, on présente au niveau de réseau 1. Et pour notre part, on va essayer de faire le plus de dissémination possible, là, surtout au niveau là, de nos gestionnaires, de nos recouvrements de patients. Là. Priscille a fait un travail exceptionnel pour aller chercher des recouvrements de patients puis de voir comment ils peuvent se joindre à l'Alliance. Parce qu'on veut s'assurer que ça arrive partout. Mais nous, on le fait en parallèle parce que le plan s'en vient aussi. Là. Mais on voulait s'assurer que vous pouviez en bénéficier le plus rapidement possible. On a une question en ligne pour le financement. Donc, est-ce que c'est possible juste de nous dire combien d'années vous êtes financé par les CRSC, puis jusqu'à quand vous êtes financé, là, quand est-ce que ça a commencé? C'est une subvention de 5 ans. C'est une subvention de 5 ans qui a commencé, là, on est encore dans notre première année. Puis nos objectifs vont à travers tout ça, ce sera aussi de voir la pérennité de cette organisation-là. Au niveau des montants, je sais pas qu'est-ce que je peux dire là au niveau des montants accordés là. La subvention des IRSC, on parlait de 5 millions pour 5 ans, mais avec ça, il y a vraiment tous les fonds de contrepartie qui se joignent à cette demande-là. Puis, on a parlé de coproduction, de savoir de coproduction, mais c'est aussi les différents projets qu'on va mettre de l'avant. Il y a aussi du cofinancement qui est mis sur place aussi pour ces initiatives-là. Ça fait que c'est un revenue stream là, qui change avec le temps aussi. Parfait. Merci. Est-ce que ce serait possible de clarifier l'offre de services en termes de soutien aux demandeurs? Tu avais mentionné qu'il y avait un soutien qui était possible pour les aider à développer leurs questions, mais plus d'accompagnement pour les demandeurs. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails? Et c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment selon le besoin du demandeur. Nous, présentement, comme je mentionnais, on a 3 demandes au Québec. On a une demande où le demandeur voulait vraiment plus ce que je vais appeler du clé en main. C'est-à-dire que pour eux, ils avaient la question de recherche, mais ils voulaient vraiment que ce soit de notre côté, qu'on prenne tout en charge de l'élaboration finale de la recherche, de la stratégie de recherche, de tout là, de toute l'extraction des données, de tout le processus de la méthodologie de recherche, la réalisation de la revue de littérature se fait par nos équipes locales. On a d'autres équipes qui, eux, nous ont demandé un support vraiment précis. Ils avaient déjà leurs questions de recherche, ils avaient déjà des étudiants qui travaillaient sur la demande, ils avaient besoin d'un peu plus d'encadrement. Puis, tu sais, de s'assurer que c'était fait avec les bonnes méthodologies, de la bonne façon. Vous avez aussi une petite contrainte de temps. Fait que là, nous, on va les accompagner. C'est vraiment selon, encore une fois, selon on a le forfait clé en main, puis on a le forfait mentorat de dire, ben, tu sais, oui, vous êtes sur la bonne voie, là.
Puis, un de vos produits, c'est l'application des connaissances. Donc, est-ce qu'on comprend qu'une fois, par exemple, qu'un produit serait prêt, par exemple, comme un guide de pratique ou une synthèse des connaissances, il pourrait y avoir un soutien à la diffusion de cette information-là dans les réseaux du demandeur, par exemple? Oui, soutien au niveau du plan de transfert, de dissémination, mais soutien aussi dans l'élaboration de produits. C'est une chose de développer un guide de pratique, c'est une autre chose de développer un produit de communication associé à ce guide de pratique-là. Ça fait qu'on est vraiment là pour faire les deux, du développement de produits, du développement de stratégies d'implantation aux stratégies de transfert et de diffusion plus large. Absolument. Super. Je me demandais aussi, j'avais vu sur une des diapos que les patients partenaires, vous êtes aussi allés recruter des patients autochtones. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de la variété des patients qui sont impliqués à l'intérieur de ce réseau-là, puis comment vous pensez là, gérer les partenariats entre les patients et les demandeurs, en fait? Là, tu me poses une bonne colle. J'essaie je dis une bonne colle dans le sens qu'on est actuellement en période de recrutement, de mise en place. On avait déjà un nombre important de patients partenaires, mais je sais que, entre autres, l'équipe du Nunavut travaille très, très fort à aller recruter davantage de patients des différentes communautés. Fait que là, pour l'instant, je sais pas personnellement où on en est rendu dans ce processus-là. Mais c'est sûr que notre vision d'engagement du patient est vraiment alignée étroitement avec les principes de la STRAP, avec bon, vous faites toute partie, il y a une bonne partie aussi qui fait partie des réseaux STRAP. C'est vraiment aligné sur les principes courants d'engagement du patient, comme on a démontré un petit peu dans les premières diapos. Là. Puis nous, on pourra voir de notre côté ce que ce sera aller voir justement avec Priscille et avec nos autres patients partenaires, de voir quelles sont les spécificités pour l'engagement au Québec, puis quelles sont les modalités qu'on veut se donner, puis quels sont les partenariats qu'on veut se donner aussi. Alexandre et Geneviève de l'unité de soutien font un travail exceptionnel avec Antoine, avec Vincent, avec toutes les autres organisations. Notre but, c'est vraiment de voir comment on peut s'intégrer puis s'harmoniser là, avec les entités actuelles. Là. Super, merci. On ne va pas plus mélanger les patients. Une question qui nous vient de Danielle Durézouin. Qui dit qu'elle voit un certain recoupement avec l'offre de services actuelle de la composante application des connaissances de l'unité soutien. Donc, est-ce que tu peux un peu juste nous distinguer entre l'offre de services de ce réseau pan-canadien et de la composante application des connaissances de l'unité soutien? Bien, c'est certain qu'il y a beaucoup de recoupement parce que nos domaines d'intérêt sont les mêmes. Encore une fois, l'unité de soutien vont apporter une expertise méthodologique ponctuelle sur certaines initiatives, vont participer à la mise en place de certaines initiatives. Nous, on est vraiment plus dans un autre contexte de développement de produits ou développement de services. Nous, on peut réaliser certains projets. On a surtout beaucoup une équipe de chercheurs qui nous entourent. Mais une des choses aussi qu'il faut faire la nuance, c'est les discussions qu'on a avec l'unité de soutien. Le mandat de l'unité de soutien du Québec est ancré dans la première ligne. Est ancré dans un mandat de développement d'initiatives associé à la première ligne. Nous, notre mandat, il est vraiment générique à la santé. Encore une fois, il y a des synergies. Puis moi, je les vois comme des synergies parce qu'il y a vraiment l'opportunité de partager notre expertise, partager nos savoirs, puis de collaborer. On collabore justement sur une des initiatives québécoises. C'est qu'on est capable de mettre tous ces morceaux-là ensemble selon la capacité des différentes organisations. Super. Est-ce que tu peux nous parler juste un peu du processus de sélection de l'équipe de recherche qui est attribuée à chacune des demandes? Donc, est-ce que c'est plus comme une appel d'offres qui est faite selon les expertises des équipes de recherche ou... c'est un peu... comment je peux dire ça?
C'est relativement varié dans le processus, puis je m'explique, c'est-à-dire que les demandes vont passer par le central qui vont évaluer la priorité, puis avec le central, on va vraiment regarder pour voir on va regarder deux choses, qui a l'expertise, puis qui pourrait faire ce projet-là, mais qui a aussi les capacités actuelles de réaliser ces initiatives-là. Fait que c'est un peu de nous de gérer cette offre-là, puis d'aller voir avec nos différents partenaires qui a la capacité de réaliser cette initiative-là. Si l'on vient que là, il y a trop de demandes, peut-être qu'il faudra qu'on parte en appel d'offres, mais pour l'instant, la gestion se fait bien, puis le mariage des expertises se fait bien aussi, selon le type de demande. Mm-hmm. Puis, quel genre d'accompagnement qui est offert aux équipes, en fait, de recherche qui répondent aux questions? Est-ce qu'il va y avoir comme un guide à suivre, par exemple, pour assurer une bonne collaboration avec les parties prenantes, les guides et tout ça? Oui. Pour les équipes en soi qui répondent aux demandes, on a vraiment tout un processus en place. Fait qu'on a tout, l'Alliance a vraiment une méthodologie précise à respecter, que ce soit au niveau des suivis d'engagement des patients, des suivis avec les parties prenantes, de la méthodologie à respecter, des budgets, de tout, là. Les équipes sont vraiment accompagnées dans ce cheminement-là aussi pour les premières fois, parce que ça peut être assez imposant comme matériel, mais c'est vraiment pour s'assurer, en fait, comme je disais, c'est le patient, le décideur qui a priorité, et nous, on veut s'assurer de vraiment la rigueur de notre processus. Et quand on arrive au processus projet, l'approche, puis c'est assez rigoureux, puis il y a vraiment des modalités à respecter. Super, merci. Une autre petite question, là, il nous reste 2-3 minutes, mais en fait, on a beaucoup parlé des patients, des décideurs. C'est quoi la place des cliniciens dans un réseau comme dans ce réseau-là pour les synthèses de connaissances, les guides de pratique? Mais la place est très grande, là. Pour nous, c'est un utilisateur de connaissances essentiel, là. Et que quand on parle, c'est ça, là, fait qu'ils ont un rôle tout aussi important que les autres parties prenantes du système. Puis eux aussi peuvent mettre de l'avant une initiative, là, soit individuelle ou soit via leur milieu clinique aussi, là. On est vraiment là, c'est ça, là. On est vraiment là en partie. Puis je dis, c'est vraiment pour répondre aux besoins des utilisateurs de connaissances en premier. Et que là, c'est quelque chose aussi à bien mentionner. Là, on n'est pas une organisation qui donne des subventions aux chercheurs, là, loin de là, là. On est là pour répondre aux besoins des utilisateurs de connaissances avant toute chose. Puis pour faire ça, bien, on va créer des partenariats avec les équipes de recherche qui sont intéressées. Mais c'est vraiment une super initiative, vraiment très, très intéressante. Puis je suis certaine qu'il y a beaucoup de nos membres qui vont être intéressés là, par l'offre de service puis qui vont suivre de près les développements là, de cette initiative-là au cours des prochains mois. Merci beaucoup, Annie, d'avoir pris le temps de nous présenter ce réseau-là aujourd'hui. Donc, juste pour ceux qui nous écoutent en ligne, juste avant de partir, donc le prochain webinaire, la date est à confirmer, mais suivez-nous sur notre site web. En devenant membre aussi, là, vous allez recevoir le bulletin de nouvelles. Donc, ça va être annoncé très, très bientôt. Aussi, tous les webinaires sont disponibles sur YouTube. Donc, vous pouvez voir tous les webinaires qui ont été enregistrés, dont celui-ci, si vous avez manqué des parties qui pourront être, que vous pourrez réécouter. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour des webinaires, n'hésitez pas à nous écrire. On est vraiment ouvert. On est toujours à la recherche de nouvelles idées là, pour des webinaires, pour des choses qui vous intéresseraient. Et puis, évidemment, on est toujours très intéressé à avoir votre feedback sur les webinaires. Donc, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour compléter le sondage qui va vous être envoyé tout de suite après le webinaire. Puis sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit très, très bientôt. Merci encore, Annie, d'avoir été là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions là, avec moi ou avec le central. Ça me fera plaisir. Merci. Au revoir tout le monde. Ciao.